Bonjour. Nous avons abordé jusqu'ici deux grandes problématiques. D'une part, nous avons traité de la pensée critique dans ses rapports avec la politique et nous avons insisté notamment sur des questions cruciales comme la tyrannie, le conformisme. D'autre part, nous avons présenté quelques éléments d'histoire de la pensée critique, de Thalès jusqu'au développement du libre examen contemporain. Dans le module 4, nous allons relier la question de la laïcité à celle de la pensée critique. Quels sont au premier abord les liens entre les deux notions? En tout cas, ce sont deux notions opposées à l'idée d'un pouvoir politique basé sur une religion officielle. Nous l'avons vu à suffisance pour ce qui concerne la pensée critique, notamment dans l'opposition de l'argument d'autorité et de l'argument de raison. Tout gouvernant autoritaire veut définir les orientations de la vie et penser à la place des individus qui composent le peuple sur lequel il règne. Mais si l'exercice de la pensée critique est incompatible avec un État théologien et basé sur une autorité dogmatique, alors avec quel État cette pensée sera-t-elle donc compatible? Si l'on admet qu'il faut un État, qu'il faut un pouvoir politique, c'est-à-dire un ordre, sans lequel ce serait l'anarchie et la loi du plus fort, mais quel est l'État qu'un penseur libre appellerait de ses voeux? Nous vivons en société, et il va de soi que si chacun chérit sa liberté sans laquelle la pensée critique ne peut exister, il est nécessaire de rendre toutes ces libertés compatibles, s'il le faut par la force. C'est le rôle primordial de tout État. Alors un État laïque se caractérise par l'absence de religion officielle et par une neutralité absolue à l'égard des divers engagements spirituels, religieux ou non. Chacun peut s'orienter comme il le veut dans la vie. Et il est donc à même, s'il veut faire l'effort nécessaire, d'exercer pour ce faire sa pensée critique. Bien sûr, il lui faut respecter la même liberté dans le chef d'autrui. Comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pendant la Révolution française, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. On dit souvent de façon familière, ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. L'État laïque ne privilégie ni ne discrimine aucun individu en fonction de ses croyances. Ces croyances ne constituent ni un avantage ni un désavantage. Il n'en tient pas compte. Il travaille pour tout le peuple, qui se dit laos en grec, et non pas pour une partie qui pratiquerait la bonne religion. Un État laïque offre un grand espace de liberté à chacun, à l'opposé de l'État théocratique. Il garantit la liberté de conscience. De plus, en démocratie, nous savons déjà, depuis notre étude des sophistes et de Socrate en Grèce antique, qu'il est nécessaire que les individus exercent leur pensée critique pour trouver des solutions d'intérêt général aux problèmes politiques qui se posent. Les États modernes ont réactualisé la vieille idée grecque de démocratie. Oh, ce n'est certes plus une démocratie directe, qui n'était possible que dans de petites entités, mais c'est une démocratie représentative. Les États modernes sont devenus, dans le courant des 19e et 20e siècles, de plus en plus laïques et de plus en plus démocratiques. La démocratie suppose des citoyens vigilants, actifs, imaginatifs, exerçant de façon rigoureuse la pensée critique, notamment pour élaborer en commun les lois de la cité et surtout pour contrôler que l'État reste bien dans les clous de la laïcité et ne se transforme pas subrepticement en pouvoir autoritaire et intolérant. Nous allons envisager dans le présent module différents modèles de la laïcité en France, en Belgique, aux États-Unis. Nous allons aborder par la suite deux points importants reliés à la question des pressions religieuses et donc à la mise en péril de la laïcité, pression qui s'exerce à l'époque contemporaine. D'une part, nous allons étudier la question du créationnisme et des attaques menées par les fondamentalistes protestants contre la biologie évolutionniste et la liberté de la science en général, et cela dans les écoles publiques des États-Unis, et nous en tirerons également quelques leçons pour l'Europe. Et d'autre part, nous allons analyser la genèse de l'islamisme contemporain, qui est, vous le savez, un phénomène international et constitue un très grave danger pour la laïcité et pour la pensée critique. Nous allons présenter
quelques manières possibles de réagir à ce phénomène inquiétant.